matière du droit international privé de la famille. Et bien que le règlement Bruxelles de bis constitue la pierre angulaire de la construction du droit européen de la famille, la matière a connu un phénomène d'extrême spécialisation des textes applicables. Un grand nombre de textes réglementent les questions particulières du droit international privé de la famille aujourd'hui. Ainsi, pour un cas de divorce, le juge devra appliquer un texte spécifique pour chacune des questions à trancher dans le cadre de la procédure. Le règlement Bruxelles de bis pour le prononcé du divorce, le règlement aliment pour l'obligation alimentaire et la prestation compensatoire, ou la Convention de la Haye de 1978 et le nouveau règlement régime matrimoniaux pour la liquidation du mariage. De plus, certains textes ont été adoptés dans le cadre de la coopération renforcée et n'ont donc vocation qu'à s'appliquer à certains des États membres qui y participent. La multiplication et le morcellement des textes applicables pour les conflits de loi et les conflits de juridiction rend ce droit européen de la famille très complexe, voire hermétique à la bonne utilisation et pratique des textes par les praticiens. Les tâches de l'avocat et du juge se trouvent incessamment compliquées par ce phénomène qui requiert parfaite des différents textes afin de les articuler correctement. Face à ce constat, il apparaît nécessaire, voire indispensable, de consolider l'acquis européen en droit international privé en regroupant les textes applicables de façon limpide, sans pour autant en changer le fond, mais afin de gagner en clarté et en efficacité, afin de s'économiser la contrainte de jongler entre les textes applicables. Il est regrettable cependant que la Commission européenne, dans son projet de réforme du règlement Bruxelles de bis, ne soit pas allée dans le sens de la consolidation de cet acquis européen, étant donné qu'elle entend réformer le règlement que de manière parcellaire sur le plan de la responsabilité parentale en laissant de côté la matière matrimoniale. Le projet de refonte est immobile en matière matrimoniale, alors même que celle-ci avait été très discutée et que des propositions importantes avaient été faites. Tout s'explique par la nécessité d'une unanimité des États membres pour légiférer dans ce domaine. Or, l'impossibilité d'un consensus politique sur la famille semble être la raison principale de ce statu quo. Le mariage homosexuel divise tant et tant l'Europe que la tension qui en découle paraît envelopper le projet de refonte et bloquer toute réforme. D'ailleurs, le silence du projet de refonte sur ce sujet invite à la réflexion. Face à cette position, existaient deux alternatives. Le règlement aurait pu protéger la politique des pays qui refusent le mariage homosexuel en leur donnant des garanties explicites. A l'inverse, une définition autonome du mariage qui garantisse la reconnaissance dans toute l'Union de l'existence des mariages homosexuels avait été évoquée. Elle aurait certainement provoqué une levée de boucliers des pays attachés à l'altérité homme-femme. C'est finalement pour une solution intermédiaire et non satisfaisante que le règlement opte, c'est-à-dire un silence absolu, ce qui revient à transférer la responsabilité de la décision pourtant politique à la Cour de justice. Avec un peu de hauteur, il paraît nécessaire de se demander si le choix d'adopter le règlement Rome 3 dans le cadre d'une coopération renforcée n'a pas finalement provoqué une cristallisation de l'harmonisation et une immobilité à long terme. Force est de constater que le projet de révision du règlement Bruxelles de bis, du moins en ce qui concerne la matière matrimoniale, laisse un goût de travail inachevé. Si dans ce domaine les changements sont quasiment imperceptibles, c'est notamment parce qu'il n'est toujours pas question d'admettre l'élection de force, soit la possibilité pour les époux de choisir le juge de leur divorce. On peut s'en étonner puisque les 10 époux peuvent déjà choisir la loi applicable à leur divorce, ainsi que celle applicable aux obligations alimentaires entre eux, voire même les juridictions compétentes pour statuer sur les conséquences de ces dernières. Pour apprécier l'efficacité d'un instrument, il faut s'attacher à sa cohérence en son sein, mais aussi avec les autres instruments avec lesquels il est appelé à s'articuler, et on peut constater ici une lacune sur ce dernier point. Admettre l'élection de force ici aurait pu constituer un remède évident à la course au tribunal en mettant fin aux excès liés à la multiplication des forces prévus par l'article 3 du règlement Bruxelles de bis. Sous réserve d'être bien encadrée, elle aurait notamment permis une meilleure sécurité juridique, un gain de temps, mais surtout une uniformisation entre les textes. Pourquoi donc ne pas être allé au bout de ce principe? Il y a certes des considérations qui sont liées à la gravité d'un tel choix, mais on peut se demander si la vraie raison n'est pas politique et tient en réalité, comme l'a dit Ambroise, au mariage homosexuel et à la crainte de son admission par certains États.
Ainsi, on prive les époux d'un outil fondamental, surtout lorsque le couple est mobile, puisqu'ils ne peuvent pas avoir une gestion prévisionnelle de leur vie familiale, pourtant devenue une priorité en matière de droit de la famille. Il faut également souligner l'articulation lacunaire du règlement Bruxelles II bis avec les différents droits nationaux. Selon vous, est-il concevable pour deux ressortissants de l'Union européenne se retrouvant dans l'impossibilité... Selon vous, est-il concevable que deux ressortissants de l'Union européenne se retrouvent dans l'impossibilité de saisir un juge d'un État membre pour connaître de leur divorce? Non. Pourtant, le règlement Bruxelles II bis, tel que rédigé aujourd'hui, rend impossible dans certaines situations la saisine d'un juge européen par deux époux européens souhaitant divorcer. Prenons un exemple. Une Française épouse un Italien. Pour des raisons professionnelles, les époux s'installent à Dubaï. Les années passent, ils ne s'entendent plus et souhaitent divorcer. Peuvent-ils saisir le juge italien ou français de par leur nationalité? Non, l'article 3, paragraphe 1, sous B du règlement ne l'autorise que si les époux ont une nationalité commune. Peuvent-ils donc invoquer le privilège de juridiction en vertu de leurs droits nationaux respectifs, c'est-à-dire les articles 14 et 15 du Code civil pour l'épouse française? Non, l'article 6, sous B du règlement, l'interdit. S'ils sont ressortissants de l'Union européenne, les époux ne peuvent être attraits devant les juridictions d'un État membre qu'en vertu du règlement. Peuvent-ils alors saisir un juge de n'importe quel autre État membre de l'Union? Un juge espagnol ou allemand, par exemple? Non, l'article 3, paragraphe 1 du règlement ne leur permet pas. Sont seules compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux ou leur résidence habituelle commune. Conclusion. Incompétence non seulement des juridictions italiennes et françaises, mais également incompétence de n'importe quelle autre juridiction d'un État membre de l'Union européenne. Le divorce sera prononcé par les juridictions sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, les Émirats arabes unis. S'il est certain que l'époux peut tirer profit de cette impasse, la ressortissante française en tant que femme verra probablement ses droits mis à mal par la législation émiratie. Alors, le règlement Bruxelles II bis prévoit, concernant l'audition de l'enfant, que l'opinion de l'enfant doit être prise en compte en principe, sauf si le juge estime que cela est inapproprié en fonction de son âge ou de son degré de maturité. Il existe également un dernier soupape de sécurité qui est que le juge peut ne pas pratiquer l'audition s'il considère que c'est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le problème, c'est que les législations des différents États membres prévoient, sur les procédures d'audition, des règles qui varient du tout au tout en ce qui concerne l'âge à partir duquel l'enfant peut pratiquer l'audition ou l'âge à partir duquel il est considéré avoir atteint son degré de maturité. En moyenne, dans les États membres, l'audition est pratiquée entre 10 et 15 ans, selon la législation européenne, mais on peut aller en dessous si l'enfant présente donc un degré de maturité suffisant. Mais le problème, c'est que par exemple, dans des pays comme en Hongrie, on considère que dès 3 ans, l'enfant peut avoir un degré de maturité suffisant pour exprimer son opinion. De plus, en Hongrie, encore une fois, dans le cas où il y a un accord entre les parents, l'enfant peut ne pas être entendu car on considère que cela suffit à prendre en compte son intérêt. Ce dernier point ressemble à ce qu'on a aujourd'hui dans la réforme du divorce par consentement mutuel, où l'enfant doit signer un accord disant qu'il ne va pas rejudiciariser la procédure. Or, on ne contrôle pas si c'est réellement l'enfant qui a signé ce papier ou si il avait un degré de maturité suffisant. Les conséquences, c'est que au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, ça peut être un motif de non-reconnaissance de certaines décisions sur la responsabilité parentale, comme le prévoit l'article 23A de Bruxelles II bis. Or, comme dans des pays comme l'Allemagne, où l'intérêt de l'enfant et où l'opinion de l'enfant est prise en compte régulièrement, elle a déjà opposé son ordre public. Donc, que l'on puisse opposer son ordre public au nom des divergences de législation nationale sur la pratique de l'audition, est-ce que c'est satisfaisant? Car ce n'est pas dans le sens d'une pratique de confiance mutuelle ou de coordination entre les juridictions des États membres. Donc la question est de savoir comment, sans pour autant harmoniser les législations européennes, parvenir à un équilibre satisfaisant en gardant comme principe directeur l'intérêt de l'enfant. Toujours par rapport à l'enfant, mais sur un sujet très particulier qui est la procédure du retour de l'enfant enlevé. Donc
donc le sujet de l'articulation entre Bruxelles II bis et la Convention de La Haye de 1980. Alors pour rappel, la Convention de La Haye va s'appliquer par rapport au règlement de Bruxelles II bis pour la procédure du retour de l'enfant s'il y a un rapport avec un État tiers signataire à la Convention. C'est-à-dire que si l'enfant est déplacé d'un État membre sur le territoire d'un État tiers signataire de la Convention. Donc il y a deux procédures. Mais d'abord, il faut que je vous précise que par enlèvement d'enfant, il faut entendre violation du droit de garde qui doit être effectif ou violation du droit de visite. Alors, la procédure de la Convention prévoit le retour de l'enfant enlevé si le temps entre la saisine du juge de l'État requis ou l'autorité centrale et l'enlèvement de l'enfant est de moins d'1 an et sous réserve des conditions prévues par l'article 13 de la même Convention. Bruxelles II bis, quant à lui, donne la compétence au juge de la résidence habituelle de l'enfant avant son enlèvement et prévoit, en cas de désaccord entre le juge de la résidence habituelle et le juge de l'état refuge sur le retour de l'enfant, que la décision du premier prime et doit être reconnue quoi qu'il arrive. C'est ce que l'on a appelé la procédure du fast track. Une telle procédure de fast track n'existe pas dans la Convention. Et cette procédure a été critiquée par une partie de la doctrine et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la réforme du règlement de Bruxelles II bis prévoit que le juge de l'état refuge pourra prendre des mesures provisoires de protection qui voyageront avec l'enfant. Il prévoit également le délai maximal de 18 semaines, donc 6 semaines entre chaque instance, pour une décision définitive. Il prévoit également que chaque État membre mette en place un juge spécialisé dans les enlèvements d'enfants afin que cette procédure soit plus rapide. Et il prévoit également de renforcer la procédure dite du fast track, malgré les critiques que cette procédure a reçues. La question que l'on peut se poser est, au lieu de renforcer encore la procédure de fast track, ne serait-il pas mieux d'aligner la procédure de la Convention de La Haye et celle de Bruxelles II bis pour éviter une inégalité entre les enlèvements intra- et extra-communautaires et renforcer le rôle des autorités centrales, c'est-à-dire supprimer la procédure de fast track. Alors toujours en matière de responsabilité parentale, mais concernant donc la reconnaissance et l'exécution des décisions. Alors dans le règlement Bruxelles II bis, il n'y a pas besoin d'exéquature en fait pour les décisions concernant le droit de visite et les demandes de retour, mais il est nécessaire de l'obtenir en fait pour tous les autres. Alors il faut bien distinguer entre l'exéquature, qui est donc on reconnaît la force exécutoire du jugement, et l'exécution elle-même. Alors il y a divers problèmes actuels. Donc tout d'abord, il est très rare que l'exéquature soit refusée en première instance. Donc c'est une perte de temps et de moyens pour les parents. En effet, en première instance, celui qui veut exécuter intente la procédure. C'est un délai qui n'est pas contradictoire et il devient en appel. Ensuite, donc, le problème des délais. Une exécution qui est très tardive. Dans beaucoup de cas, en fait, beaucoup de décisions ne sont pas exécutées. Ensuite, au stade de l'exécution, les procédures nationales en fait, conduisent à rouvrir les débats car il y a souvent un changement de circonstances. Selon les changements et le pays en question, l'exécution peut être bloquée, retardée. Et l'opposition de l'enfant est parfois prise en compte, et parfois ce n'est pas le cas. Ensuite, dans certains États, dans la matière, il n'y a pas de mesures spécifiques pour exécuter les décisions, comme en France. Ensuite, un autre problème, c'est le coût des procédures d'exéquature et d'exécution pour les parents. Et enfin, l'abolition de l'exéquature pour le droit de visite empêche, en fait, il est impossible de faire un recours avant l'exécution. Alors l'objectif de la réforme, en fait, est d'abolir la procédure d'exéquature, ce qui raccourcirait considérablement les délais et la durée de la procédure et diminuerait les frais engagés par les parents. En fait, on pourrait dire que les jugements constituent une 5e liberté de circulation et que l'exéquature est une entrave. Alors plus précisément, c'est une solution qui est similaire au règlement Bruxelles I bis. Un recours reste possible dans l'état d'exécution. Mais on a inversé les rôles. Aujourd'hui, celui qui veut exécuter intente la procédure, alors qu'à l'avenir, c'est celui qui veut s'opposer à l'exécution qui devra intenter la procédure. Alors il reste le problème majeur de l'exécution effective des décisions, car il n'y a pas d'harmonisation en fait, des législations nationales. Donc c'est la loi de l'État membre d'exécution qui va s'appliquer. Nous allons ainsi donc vers une plus grande circulation des décisions en matière de responsabilité parentale, mais la question suivante demeure. L'abolition des exéquatures favorisera-t-elle l'exécution effective des décisions en la matière ? Alors, toujours au regard de la responsabilité parentale, les praticiens et au sein du milieu universitaire, les professeurs s'accordent à dire que les pratiques de médiation familiale internationale présentent un certain nombre d'avantages. En effet, ce processus amiable de règlement des différends semble être la seule solution
permettant d'assurer le respect plein et entier de l'intérêt de l'enfant et surtout son droit d'entretenir des liens étroits avec ses deux parents. Également, la médiation tend à rapprocher les parties et ce qui facilite l'exécution des accords, là où les décisions ne sont que rarement exécutées dans un temps imparti raisonnable sous l'égide du règlement Bruxelles II-bis. Facteur d'efficacité et de justice, il est étonnant de voir que si les analyses d'impact expriment la nécessité de promouvoir la médiation, les textes, quant à eux, se contentent de l'évoquer à titre accessoire. La question que je soumets alors est de savoir si plus d'efforts ne devrait pas porter sur le développement des pratiques de médiation. Une précision de son régime paraîtrait particulièrement intéressant. Également, imposer des obligations aux professionnels du droit pourrait avoir des avantages et utiliser des moyens de pression sur les parents pourrait permettre qui refuserait de se soumettre à la médiation, telle que la menace qui pèse de se voir déchoir de l'autorité parentale, pourrait permettre d'atteindre donc cet objectif. Je vous remercie et avant de laisser la parole aux différents intervenants, nous souhaitions remercier tous les participants et intervenants et plus particulièrement nous remercions chaleureusement notre professeure, donc Madame Sabine Corneloup, ainsi que Maître Boichet, qui est le parrain de notre promotion cette année, pour avoir donc organisé ce colloque et pour nous y avoir associés. Nous souhaitons une bonne journée et on espère qu'elle sera agréable et très instructive. Je vous remercie.